La première question soulevée par les philosophes grecs portait sur la physis, la nature ou sur le cosmos. La première période de la philosophie grecque, d'environ 600 à 450 avant Jésus-Christ, est ainsi appelée période cosmologique. Mais un changement eut lieu vers 450 avant Jésus-Christ, lorsque la démocratie apparut à Athènes. Il fut en partie causé par la dynamique interne de la philosophie grecque naissante et en partie par les conditions politiques. Nous pouvons commencer par l'évolution interne. Imaginons que nous vivons à cette époque, que nous sommes étudiants en philosophie. Nous nous trouvons alors dans la situation suivante. Nous avons derrière nous 150 ans de tradition philosophique, avec dans celle-là beaucoup de positions philosophiques différentes, qui se contredisent parfois entre elles mais prétendent toutes être vraies. Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Au mieux, un de ces systèmes de pensée devrait être correct. C'est une réaction raisonnable. C'est aussi celle qui s'est produite. On comprend pourquoi les gens sont devenus progressivement sceptiques. Un philosophe prétend que l'eau est le principe, un autre que c'est l'apéiron, l'indéterminé, pour un autre c'est l'air, pour un autre le feu, et pour un autre l'atome. Un philosophe propose 4 éléments fondamentaux, et un autre un nombre infini. Une de ces solutions au plus est correcte. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas dans les autres? D'une considération de la nature, on passe à celle de la pensée humaine, du don. Quelle est la condition d'une connaissance certaine? Nous sommes passés d'une spéculation cosmologique prétentieuse et souvent mal fondée à une critique sceptique de la connaissance et à une théorie de la connaissance, d'une ontologie, théorie de l'être, du grec onto, être, logos, théorie, à une épistémologie, théorie de la connaissance, du grec épistémé, connaissance. L'homme ne se contente pas d'observer des objets et d'en tirer ensuite des assertions. Sa propre nature devient problématique. La pensée est revenue sur elle-même. L'homme commence à réfléchir. Vers 430 avant Jésus-Christ, nous entrons dans la période anthropocentrique, du grec anthropos, homme. L'homme lui-même devient le centre d'intérêt. Ce qui nous permet de qualifier ainsi cette période, c'est qu'avec la réaction épistémologique se produit un autre retour à l'homme. Les questions éthico-politiques se posent alors sérieusement. L'homme est maintenant devenu un problème pour lui-même, non seulement comme être qui pense, mais aussi comme être qui agit. Ce déplacement vers les questions éthico-politiques est lié au changement politique politique de la société grecque. La colonisation avait mis les Grecs en contact avec des peuples, aux coutumes et aux conventions étrangères. Or, plusieurs peuples ont fait des expériences similaires sans que cela débouchât sur des discussions éthico-politiques. Le fait que les Grecs aient commencé à poser de telles questions montre qu'ils sortaient de l'ordinaire. Ils sont arrivés à faire quelque chose d'unique. Se demander si c'était eux et non les autres qui étaient dans l'erreur et en discuter d'une manière claire et objective. Même si la confrontation avec d'autres peuples eut pour cause des circonstances politiques, la capacité des Grecs à débattre rationnellement était l'héritage d'une tradition philosophique vieille de 150 ans. En 450 avant Jésus-Christ, ils avaient déjà appris à discuter des questions difficiles de façon claire et ordonnée. Tout comme les premiers philosophes grecs s'étaient interrogés sur le seul élément invariable dans tout changement, sur l'unité dans la diversité, les Grecs se demandaient maintenant si l'on pouvait trouver au sein de cette diversité de coutumes et de conventions une morale et un idéal politique universellement valide. Formellement, la question était la même, mais les réponses à cette question variaient. Certains croyaient qu'il n'y avait qu'une seule morale et qu'un seul idéal politique universellement valide, donné par Dieu ou la nature. D'autres croyaient que la morale était la création soit d'une société, soit d'un simple individu, et qu'il n'y avait pas de morale ni d'idéal politique universellement valide. Il devint usuel, surtout vers la fin de la période anthropocentrique, vers 400 avant Jésus-Christ, de prétendre que la morale n'est que relative, au sens où il n'y a pas de cour d'appel pour de telles questions, si ce n'est l'opinion personnelle de chaque individu. La morale varie, tout comme le goût et le plaisir. Ceux qui défendaient de tels points de vue étaient souvent peu appréciés, parce que les souverains croyaient que ces points de vue pouvaient saper la société. Les sophistes, en grec sophistes, hommes sages, étaient au cœur de ce débat. Nous allons donner un aperçu plus détaillé de leur rôle.
La démocratie directe d'Athènes fonctionnait plus comme une petite communauté que comme une entreprise moderne dans laquelle les liens entre les membres sont partiels et externes. La démocratie athénienne n'était pas seulement une nouvelle création, mais elle prouvait aussi la possibilité sous certaines conditions d'une forme limitée de démocratie directe. Il faut par exemple un haut niveau d'éducation générale. Si chacun doit participer à la gestion de la société, le système d'instruction doit être bon dans son ensemble. Les sophistes dirigeaient cette éducation du peuple. Ils enseignaient les savoirs nécessaires pour participer à la vie politique, les arts de l'argumentation et de la rhétorique, l'instruction civique, la connaissance de la nature humaine, etc. Mais la philosophie de la nature n'était pas une condition préalable pour participer à la politique. Les sophistes étaient en même temps enseignants, journalistes et intellectuels. Ils transmettaient la connaissance et la culture au peuple, surtout à ceux qui étaient politiquement actifs et capables de payer leurs instructeurs. Dans la mesure où les sophistes prenaient eux-mêmes part à la recherche, ils étudiaient les problèmes épistémologiques et éthico-politiques. Ils ne formaient pas un groupe homogène. Mais on peut tout de même dire que beaucoup de sophistes tardifs manifestaient une tendance au scepticisme dans les questions épistémologiques. On ne peut rien savoir avec certitude, et au relativisme dans les questions éthico-politiques. Il n'y a pas de morale ni d'éthique universellement valide. Beaucoup de sophistes déclaraient que ce que l'on dit bien et juste n'est qu'une expression de ce que le peuple a été contraint d'accepter par l'arbitraire d'une tradition ou d'un souverain. Il n'y a rien qui soit juste. Ce que l'on dit juste est ce qui sert les puissants. La force prime le droit. On peut aussi dire que le droit est simplement ce qu'une majorité de faibles est parvenue à faire reconnaître. Et quelques sophistes disaient que ce qu'on qualifie de morale n'est rien d'autre qu'une reformulation déguisée de ce qui plaît au peuple. Et comme des peuples différents aiment des choses différentes, la morale peut être définie de différentes façons. Il n'y a donc pas de morale universellement valide. Il n'y a que différentes sympathies et antipathies égoïstes. À cause de ce relativisme, les sophistes se mirent à perdre peu à peu l'approbation publique. Ils étaient payés pour apprendre aux gens à argumenter et à persuader. Des clients différents ayant des intérêts différents sur beaucoup de sujets, les sophistes, comme les avocats, devaient argumenter pour ou contre différentes causes. Le but du client était de gagner et non d'obtenir la bonne réponse. Les compétences que les sophistes enseignaient devaient être adaptées à ce but. Par conséquent, ils enseignaient souvent des astuces et des tromperies pour les débats plutôt que l'art de l'argumentation rationnelle. C'est pourquoi ils risquaient de dégénérer en chicaneurs, en coupeurs de cheveux en quatre, c'est-à-dire en sophistes, au sens moderne du mot.